Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours ce manque d'intérêt qu'on retrouve depuis plusieurs séances maintenant sur les marchés avec des indices actions qui évoluent dans des bandes de fluctuation assez étroites. En Europe, en tout cas, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui, avec une petite hausse aujourd'hui pour les indices européens, qui restent effectivement en territoire connu, autour de 7230 points pour l'indice CAC 40, un manque d'intérêt qui peut être expliqué également par la perspective des décisions de politique monétaire importantes qui seront rendues la semaine prochaine par la Fed et la Banque Centrale Européenne, alors que des banques centrales de rang secondaire ont créé un peu le trouble ces derniers jours entre la Banque d'Australie et la Banque du Canada, qui avaient tenté d'installer une pause dans leur réglage de politique monétaire et qui se voient contraintes d'en sortir avec de nouveaux ajustements des taux à la hausse. Évidemment, ces éléments-là ont encore un peu perturbé peut-être les investisseurs sur les marchés obligataires, avec l'idée d'une pause qui reste quand même une tentative plus qu'autre chose à ce stade. Les communications de la Fed et de la BCE sont donc attendues la semaine prochaine sur ce plan-là, sur le plan des statistiques économiques. La zone euro, dans son ensemble, aura finalement traversé l'hiver un petit peu en dessous du niveau de flottaison, avec des révisions de PIB qui montrent une contraction légère de l'économie de la zone euro, des économies de la zone euro dans leur ensemble au premier trimestre, une révision à moins 0,1% après déjà une légère contraction de moins 0,1% au quatrième trimestre. Derrière cette révision et ce PIB négatif en zone euro au premier trimestre, il faut quand même noter le poids majeur des révisions à la baisse pour l'économie allemande, qui a enchaîné 2 trimestres consécutifs de contraction, moins 0,5 et moins 0,3, et puis la variation exceptionnelle également du PIB irlandais. Non pas que l'économie irlandaise pèse très lourd dans le PIB de la zone euro, mais la variation est quand même spectaculaire, liée essentiellement à la volatilité des recettes fiscales concernant l'Irlande. L'Irlande qui avait vu son PIB accuser une baisse de plus de 4,5% au premier trimestre, et la zone euro se retrouve donc avec un trimestre de légère contraction au premier trimestre, qui ne change pas globalement la lecture macroéconomique qu'on peut faire de la dynamique en zone euro en ce début d'année 2023. Nous parlerons des marchés et de stratégie d'investissement, bien sûr, dans cette demi-heure, avec nos 2 invités à suivre. Nourhan Charer, directeur de la gestion de Mansartis, et Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre de la FinTech, membre du board de la FinTech AI for Alpha. Commençons effectivement avec l'analyse de marché. Jean-Jacques Ohana est avec nous en plateau, je le rappelle, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. L'intelligence artificielle au service de l'allocation d'actifs et des décisions d'investissement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de marché? On est bientôt à mi-année, à mi-parcours de cette année 2023. Moi je dis souvent les marchés en entre-deux eaux. Vous dites les marchés en eau troubles à ce stade. Oui, c'est l'expression que je retiens, parce que il me semble qu'en fait on a un environnement macroéconomique qui est assez confus finalement, et qui est reflété par l'appréciation contradictoire de la conjoncture aussi par les banquiers centraux, qui aussi très rapidement entre pause monétaire et lutte et priorité à la lutte contre l'inflation. On l'a vu hier avec la Banque du Canada qui remonte ses taux à 4,75. Je dois dire aussi que 4,75 pour le Canada, c'est un niveau qui est plus élevé que les États-Unis relativement à l'histoire du Canada, puisqu'on est au plus haut depuis 1995, donc ça fait quasiment 30 ans qu'on est au plus haut des taux atteints au Canada, alors qu'on n'a pas atteint ce niveau, le niveau correspondant aux États-Unis. Ensuite, on a eu la même appréciation de la banque australienne quelques jours auparavant. Et puis finalement, on a aussi les investisseurs qui aussi très rapidement sur le niveau des taux, entre des taux qui baisseraient très rapidement. C'était notamment le cas après la faillite de SVB, où je rappelle qu'on était à 5,5% sur le taux 2 ans
qu'on a baissé à 4% et même en dessous très rapidement, en une semaine en réalité. Et puis on est revenu là à 4,56. Donc ça montre bien que l'hésitation finalement des investisseurs, des banquiers centraux et des macroéconomistes de manière plus large est très importante. Parce que 50 points de base, 100 points de base, c'est des niveaux de taux qui sont considérables, c'est des mouvements de taux qui sont considérables, et finalement qu'on oscille entre le meilleur, c'est-à-dire une résilience de l'économie mondiale, de l'économie des pays industrialisés, tant aux États-Unis qu'en Europe, qui est incontestable finalement, et puis finalement aussi une nécessité de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire qu'on avait pensé que l'inflation ne serait temporaire, et en réalité, finalement, la résilience de cette inflation traduit aussi la résilience de l'économie, et avec finalement des niveaux d'inflation sur les biens durables, sur les services dépendants des taux d'intérêt, qui ont interpellé récemment les banques centrales, et notamment la Banque du Canada hier. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passe du côté des marchés actions. Alors, je vois la volatilité sur le marché obligataire, la difficulté à saisir le réglage, la trajectoire future de la politique monétaire. Les marchés actions, on les critique souvent parce que très enthousiastes, très excessifs parfois dans leurs mouvements. Mais quand je regarde quand même la séquence récente, depuis l'automne, je trouve que ce sont des marchés qui ont plutôt bien vu les choses, bien anticiper la situation de résilience des économies. Le rebond commence fin septembre, début octobre pour les marchés actions, quand le monde est noyé dans un narratif plus pessimiste que jamais, Jean-Jacques. Alors, c'est vrai, c'est en grande partie vérifié, puisque en fait, finalement, on peut dire que les marchés européens avaient très bien anticipé cette résilience, et c'était, nous en avions parlé. Le risque à la hausse. Voilà, avant l'année 2023. Cependant, on pourrait dire qu'il y a quand même un avant SVB et un après SVB. Nous le voyons dans nos indicateurs de liquidité. C'est-à-dire qu'avant SVB, il y avait finalement une participation à la hausse des marchés qui était assez générale, avec plutôt quand même un mouvement value. Et puis finalement, depuis SVB, il y a eu une divergence qui s'est opérée. On va en reparler parce qu'elle se résorbe actuellement et c'est assez intéressant. Mais il y a eu une divergence majeure entre les actions de croissance aux États-Unis, mais aussi en Europe, puisque avec des secteurs un peu différents, aux États-Unis, vraiment la tech, et dans la tech, les Big Five de la tech, les GAFAM. Il faudrait ajouter le N au milieu. Un nouvel acronyme, voilà, pour la décennie qui vient. Avec Nvidia, évidemment. Et puis en Europe, avec ces valeurs du luxe qui ont notamment propulsé le CAC 40 vers ces nouveaux records. Donc on a eu finalement une divergence très importante, sectorielle et de style, et géographique. Et ce qu'on observe quand même ces derniers jours, et notamment depuis le début du mois de juin, c'est un rattrapage de certaines zones géographiques, notamment les émergents, la Chine, de certains secteurs et de certains types de capitalisation. On pense par exemple aux petites capitalisations américaines qui sont en hausse de 8% depuis le début du mois. Aussi peut-être des matières premières qui expriment une certaine résilience, on peut l'attribuer notamment au plan de relance chinois, en tout cas aux velléités de relance en Chine. On n'a pas encore, c'est pas encore très bien chiffré, mais on voit qu'il y a des velléités de relance sur le secteur immobilier en Chine. Et donc cela finalement, cela nous donne une proposition aujourd'hui d'un paysage boursier beaucoup plus équilibré qu'auparavant, et beaucoup moins inquiétant, donc, avec finalement une participation à la hausse qui s'est récemment améliorée. Et c'est ce que nous voyons aussi sur nos indicateurs. Et donc, au total, alors pourquoi on peut dire qu'on est en eau trouble? Parce que finalement, en surface, la situation de liquidité est bonne. On a des divergences, des fractures qui sont en train de se résorber. Et donc, cela est plutôt positif. Et puis finalement, on a des marchés qui sont globalement bien orientés.
Cependant, on pourrait dire quand même, et là c'est la face un peu sombre, c'est qu'on a des courbes de taux qui sont très inversées. Ouais. Il faut remonter au début des années 80 pour voir une telle inversion. Rarement des courbes aussi inversées n'ont pas été suivies de récession. On a quand même des perspectives de financement dans le marché qui sont très abîmées sur certains secteurs. Je pense à l'immobilier, on peut penser aussi aux petites capitalisations, et on sait que quand les fenêtres de refinancement vont arriver, cela va se compliquer. Et d'ailleurs, cela finalement est assez bien reflété par les récentes déclarations de Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater, qui disait qu'on était dans un cycle qui était annonciateur d'une récession, où en fait nous fabriquons trop de dettes et nous n'avons pas assez de demandes pour pouvoir la rembourser. Alors, mon point est le suivant, c'est que cet environnement contradictoire que nous voyons, j'allais dire schizophrène un petit peu, peut durer très longtemps. Ah oui. Peut durer très longtemps. Ah oui. Et donc, en tant qu'allocataire d'actifs et en tant que gestionnaire, en réalité, les gestionnaires sont confrontés à une sorte de, finalement, à une sorte de velléité, à une nécessité de participer à l'environnement boursier plus favorable. On l'a vu au Japon. Avec finalement une hausse très très soutenue des actions japonaises sur les dernières semaines. On l'a vu sur le Nasdaq. Et désormais, peut-être qu'on peut le voir sur d'autres segments à voir. Ouais, ouais. Et donc, quelque part, finalement, les gestionnaires d'actifs dansent sur un volcan. Ils savent qu'on a un volcan, qu'on a des risques importants de récession, peut-être de crise financière, qu'SVB n'était peut-être, finalement, la faillite de SVB n'était peut-être qu'une première alerte parmi d'autres qui seront potentiels, puisque en fait, le problème de financement des banques, notamment des petites banques américaines, n'est pas réglé. Les taux vont peut-être augmenter. Le paradoxe, c'est que finalement, plus cet environnement, j'allais dire, d'euphorie boursière ou perdure, et plus finalement les taux peuvent monter, et plus cela finalement hypothèque les hypothèses, la stabilité financière à moyen terme, et cela finalement pourrait accroître la probabilité de nouvelles alertes de crise similaires à SVB. Ouais. Et donc voilà finalement le paradoxe. Ouais. Plus la Fed ira haut dans ces hausses de taux, si jamais peut-être que les mouvements ne sont pas terminés, plus le risque de récession, enfin d'une récession forte, plus l'amplitude de la récession risque d'être important. Oui, et de la future crise financière, tout simplement parce que en fait, cette hausse de taux qui maintenant perdure et s'établit dans la durée, et finalement on voit très bien que le scénario des marchés de dire que les banques centrales allaient très vite renverser cette hausse de taux par des baisses l'année prochaine, ou même en cours d'année, c'était le scénario de début d'année, ce scénario ne sera pas validé, et cela pose un énorme problème dans la quête de liquidité des banques de détail, et notamment aux États-Unis. En Europe, ça pose d'autres problèmes dans la stabilité de l'assurance vie, dans le maintien à flot du fonds en euros, par exemple, parce que tout simplement, il y a une alternative qui devient très intéressante pour les investisseurs, aux États-Unis, mais aussi en Europe, maintenant, avec des taux qui sont quasiment à 4 en Europe. C'est le monétaire. Ouais, bien sûr. Et c'est non pas l'obligataire, mais le monétaire, parce qu'en réalité, les courbes sont inversées et à court terme, avoir une rémunération sécurisée de 5 et finalement une alternative à considérer. Oui. C'est le retour d'une classe d'actifs qui avait complètement disparu du paysage et du radar des allocataires. On n'aimait pas être en cash, mais aujourd'hui, c'est une classe d'actifs comme les autres. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché en eau trouble, vous l'aurez compris, un marché entre deux eaux, et c'est vrai que les séances du moment reflètent plutôt bien cette situation. Jean-Jacques Wanne, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.
poursuivons la discussion sur le terrain des marchés avec Nouran Charer, qui est à nos côtés également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour Nouran. Bonjour Gérard. Merci beaucoup d'être là. Bon, commentaire dans le sillage de l'analyse que nous propose Jean-Jacques. Effectivement, moi j'aime bien l'idée. Ces situations de marché un peu entre deux peuvent durer. J'ai plus en tête le calendrier précis, mais fin des années 90, la dernière hausse de taux de la Fed, c'est autour de 97, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, le marché continue de monter jusqu'à le moment fatidique de l'explosion de la bulle Internet. Mais il y a encore plusieurs trimestres, voire une paire d'années, pendant lesquelles le marché a été positif. Tout à fait. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, on sent un peu le marché, un peu frileux, un peu hésitant, après quand même une forte hausse des marchés sur les 3 premiers mois de l'année. Donc il faut se rappeler, les investisseurs avaient acheté en début d'année un scénario économique plus résilient qu'anticipé, caractérisé par une demande des biens qui est très forte, qui vient compenser la baisse, une demande dans les services qui est très forte, qui vient compenser la baisse dans les biens, une reprise chinoise qui vient compenser le ralentissement économique aux États-Unis et en Europe, et enfin une désinflation enclenchée en marche avec des politiques monétaires moins restrictives. Depuis quelques semaines, il y a effectivement plusieurs sujets d'inquiétude. Alors je mets de côté le stress bancaire qu'on a eu, le sujet sur le plafond de la dette qui a été résolu, mais je retiens peut-être 2 sujets qui portent un peu la crainte des investisseurs. Le premier, c'est finalement la reprise chinoise n'est peut-être pas si vigoureuse qu'on l'attendait. Et le deuxième point, c'est effectivement la désinflation qu'on attendait. Elle se caractérise que de manière très lente et on arrive à des niveaux de taux d'intérêt qui sont aujourd'hui inférieurs ou égaux au niveau d'inflation. Donc ça pose question. Alors quelle est notre analyse chez Mansartis par rapport à ces 2 craintes ? Pour nous, ce n'est pas réellement des craintes qui nous amènent à réviser complètement notre copie sur notre scénario économique, puisqu'on a remonté les actions en début d'année et on reste constructif et porteur sur les actions. Sur la Chine. Alors, la Chine, effectivement, on a une reprise industrielle qui est lente, certes, mais c'est cohérent avec un ralentissement économique mondial. Donc, pas de surprise là-dessus. Mais face à ça, on a une consommation qui reste forte, notamment dans les services. Et il ne faut pas oublier que la reprise chinoise, elle est autonome. Elle n'est encore pas financée, comme ça a été le cas aux États-Unis et en Europe, par des crédits et par des politiques de relance ou monétaires très fortes. Et ça, effectivement, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, ça peut arriver, ça peut être un soutien assez fort. Et l'autre élément qui est à souligner, c'est qu'heureusement qu'on n'a pas de reprise économique en Chine très forte, parce que ce serait des pressions inflationnistes encore plus fortes pour l'ensemble de l'économie, ce qui ne ferait pas notre affaire sur les politiques monétaires en Europe ou aux États-Unis. L'idée ni trop chaud ni trop froid qui convient plutôt pas mal. Alors ça peut créer des déceptions ici et là. Peut-être que sur le luxe, notamment, ça a pu être un élément un peu déceptif de ne pas voir une consommation, une revanche aussi forte que ce qu'on aurait imaginé. Mais vous dites, il y a quand même un filet de croissance et de reprise économique en Chine. Qui suffit pour avoir une croissance économique mondiale de l'ordre de 2,5%. C'est suffisant. Si on suit un peu la deuxième crainte en fait, des investisseurs, c'est les taux. Donc ça, c'est effectivement une crainte qui est légitime, d'autant plus que ce que je disais, c'est que les niveaux d'inflation aujourd'hui sont effectivement supérieurs au niveau de taux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les taux ne sont pas suffisamment élevés pour effectivement amorcer une désinflation plus rapide ? Alors nous, on ne pense pas. Pourquoi ? Parce que ces niveaux de taux sont sans compter l'impact direct du quantitative tightening. Bien sûr. Donc du QT, qui équivaut finalement à 30 à 90 points de base de hausse des taux. Et c'est sans compter non plus l'impact du credit crunch ou du ralentissement du crédit qu'on a eu lié en fait au stress bancaire, qui effectivement met des niveaux de taux pas facialement plus élevés, mais qui restreignent en fait le crédit et qui ralentissent. La chaîne de crédit se durcit. Tout à fait. Donc finalement, ces niveaux de taux sont, il nous semble, cohérents aujourd'hui pour faire face à l'inflation, qui est en train d'ailleurs on considère que la désinflation et la baisse de l'inflation, notamment corps, a été assez lente, très très lente sur la première partie de l'année. Nous, on considère que ça va s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit toutes les dominantes, tous les indicateurs sous-jacents, notamment le loyer, l'immobilier aux États-Unis, qui commence réellement à baisser. Donc là, on va avoir les impacts dans les niveaux d'inflation.
Et en Europe, on l'a vu, on a commencé à le voir récemment avec les chiffres d'inflation en zone euro, mais les effets de diffusion de la baisse des prix de l'énergie commencent à se faire ressentir. Donc on est dans un environnement qui, pour nous, est plutôt propice. Qui reste favorable. Oui, d'autant plus que finalement, on se plaint de cette désinflation qui met un peu de temps, mais il ne faut pas oublier que la désinflation, ce n'est pas bon pour les entreprises. Oui. Avec des niveaux d'inflation trop faibles, ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, on est sur une désinflation qui va s'accélérer, mais avec des niveaux d'inflation qui, somme toute, permet aux entreprises de maintenir leurs prix, avec des baisses des prix des intrants, donc en fait, avec un effet sur les marges et sur la soutenabilité des marges qui est plutôt intéressant. Il faut supporter le coût du travail, enfin l'augmentation des salaires, etc. Voilà, tout ne baisse pas non plus. Tout à fait. Les salaires augmentent. Oui, oui. Donc, et sans compter non plus que les taux d'intérêt réels, aujourd'hui, sont pas très élevés parce qu'on a ces niveaux d'inflation qui restent un petit peu élevés. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'impact direct sur les résultats financiers des entreprises. Donc cet environnement-là, pour l'instant, on a une fenêtre de tir qui est plutôt, il nous semble, assez porteur pour les actifs risqués et notamment pour les actions. Ce sera peut-être une autre question pour 2024. Comment ? Oui, non, bon, chaque séquence et chaque jour suffit sa peine. Il y aura d'autres séquences de marché, évidemment, mais dans cette séquence-là, comment vous regardez les moteurs du marché action ? Alors c'est vrai qu'il y a eu ces deux gros moteurs qu'on met d'ailleurs en équivalence. Le luxe en Europe, les calls, on a essayé de coller là aussi un anagramme sur nos valeurs du luxe parisienne essentiellement, face aux GAFAM ou aux FANG américaines. On met ces deux groupes souvent en équivalence, avec un statut boursier un peu équivalent chez les investisseurs. Il y a visiblement un groupe, celui du luxe, qui a un peu calé ces dernières semaines, quand le groupe tech US Megacap, lui, accélère même sa reprise et son envolée. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux thématiques qui portent les marchés depuis le début de l'année. Il n'y a pas que le luxe, il y a la réouverture de la Chine au sens large, même si effectivement c'est à peu près, depuis quelques jours, c'est un peu plus stable, mais le tourisme, le voyage et le luxe, effectivement, on a des valeurs qui progressent entre 30 et 40% depuis le début de l'année. Sur le luxe, ce n'est pas que lié à la réouverture de la Chine, c'est beaucoup plus ancien et c'est complètement lié en fait à la croissance exceptionnelle et phénoménale des ventes à des niveaux historiquement élevés. Depuis 2019, au niveau global et moyen du luxe, on est sur des ventes en croissance de 45%. C'est historique et c'est des très beaux résultats qui ont été soulignés par effectivement une très belle performance. Alors attention, parce que ça a amené des niveaux de valorisation relativement élevés, pas au global au niveau du luxe, mais au niveau de certaines valeurs. On peut citer Hermès, quelles que soient les métriques qu'on prend, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux marges, par rapport aux comparables ou par rapport aux historiques, on est sur des primes de valorisation historiquement élevées. Donc attention sur quelques valeurs du luxe qui, effectivement, dans un environnement où tout d'un seul coup on entend des reprises de cas de Covid en Chine, etc., peut un peu calmer les investisseurs. Donc ça explique effectivement le petit coup d'arrêt boursier qu'on a vu sur le secteur après toute la performance spectaculaire que vous avez rappelée. Alors après, il y a la deuxième thématique qui est l'IA. On s'encombre assez peu de la question de la valorisation, justement, sur cette thématique de l'IA, contrairement au luxe. Voilà, contrairement au luxe. Le luxe est là pour souligner des résultats concrets passés, enfin sur les dernières années. Pour l'instant, l'IA, on est beaucoup dans l'enthousiasme et dans le prévisionnel. Alors, honnêtement, c'est toujours très compliqué pour les économistes, pour les analystes, pour les stratégistes, quand on est face en fait à des avancées technologiques majeures. On l'a vu avec l'automatisation, la digitalisation, les RPA, etc. C'est très dur d'analyser les impacts, que ce soit sur l'économie ou sur les modèles économiques. Donc, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités ? Ça a toujours été très compliqué. Mais le marché, pour lui, c'est pas compliqué parce qu'il a été discriminant très vite. Donc, il y a les gagnants et il y a les perdants. Donc, les gagnants les premiers gagnants qu'on voit, Jean-Jacques en a parlé, mais c'est effectivement le secteur des semi-conducteurs, avec Nvidia ou Marvell Technologies. Nvidia, quand même, a plus 165% depuis le début de l'année. Marvell Technologies a plus 65%. C'est pas sans nous déplaire parce que c'est deux valeurs qui constituent des positions importantes dans le fonds Mansartis Amérique ISR. En Europe, on est toujours plus mesuré, donc les semis, c'est plus 30. Mais ça a été vraiment porté par, effectivement, cette médiatisation. Oui, ça paraît très légitime.
légitime. Le côté développement. hard-tech, infrastructure, nécessaire à toute forme de développement de l'IA générative, quels que soient les usages et les formes que ça prendra. Tout à fait, parce que ça va accompagner et ça va améliorer les capacités productives de l'IA. Donc le marché ne se trompe pas quand il fait ce choix-là très vite, très fort, d'une certaine manière. Alors après, il y a des questions de valorisation sur lesquelles je ne rentrerai pas parce qu'en fait, elles ne veulent plus rien dire à ce niveau-là. Quand on regarde les valorisations de certaines valeurs aux États-Unis, notamment Nvidia, c'est vrai qu'en fait, on n'a plus de rationnel. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, il y a les infrastructures aussi avec les data centers dédiés. Là, on voit bien, on a Amazon, on a Google, on a Microsoft qui effectivement progressent très bien depuis le début de l'année. On a aussi les utilisateurs de l'IA. Donc eux, on va voir effectivement une amélioration de la productivité, de l'efficacité, grâce en fait à une intégration croissante de l'IA générative. Et puis il y a les perdants. Donc les perdants, les investisseurs considèrent à juste titre que ce sont les services aux entreprises à faible valeur ajoutée. Il y en a qui sont à forte valeur ajoutée, on le voit avec Dassault Systèmes qui en a un peu profité. Et puis, à contrario, on a certains secteurs, on a l'externalisation du service client avec Téléperformance ou alors Chegg sur l'éducation aux États-Unis, par exemple, qui effectivement, là, les investisseurs considèrent qu'on est vraiment face à une disruption très forte des modèles économique. Alors attention, il faut toujours prendre un peu de recul et il y a une loi que j'aime bien citer qui s'appelle la loi d'Amara, qui est très très ancienne, qui a été reprise par beaucoup de CEO de la tech américaine, qui souligne le fait qu'on a tendance toujours à surestimer les impacts court terme de tout développement technologique et de toute avancée technologique, et à contrario, on a tendance à sous-estimer les impacts long terme. Donc attention, le marché va très vite, il faut prendre un peu de recul et vraiment bien analyser les impacts directs, indirects sur certains secteurs et sur l'économie aussi quand même en général. Et du coup, Nvidia et Marvell Technologies sont toujours dans le fonds Mansartis America Oui, bien sûr. Au même titre, Mansartis America SR, au même titre que Microsoft, Google. D'accord. Donc il y a eu des touche pas allègements. Pour l'instant. Il y a eu des allègements qui ont été bien évidemment opérés après des entrées qui ont été très pertinentes dans le fonds. Donc c'est vrai qu'on voit. Mais c'est des lignes que vous avez toujours. Bien évidemment. Oui. Non, mais je sais pas, Cathy Wood a coupé tout Nvidia fin janvier. Donc, oui, tout à fait. Alors nous, on les avait renforcés presque. Donc, vous avez racheté à Cathy Wood sur Nvidia. Voilà. Bon, merci beaucoup Noran. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Directeur de la gestion de Mansartis et Jean-Jacques Wanna qui était à nos côtés également pendant cette demi-heure d'émission et d'édition. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.